Tiers livre, l'atelier d'écriture, on l'a transformé en aventure hebdomadaire. Chaque semaine, une exploration. Pour moi, ça change tout. On peut prendre le temps. On peut attraper une petite idée de bifurque, de complément, s'attarder, se dire, ça, tu vois, c'est pas forcément important. Est-ce qu'on va faire une invention là, bam? Non, peut-être pas. Mais on va s'installer là dans l'instable, dans le déséquilibre. La proposition que je voudrais vous faire aujourd'hui, long trajet de nuit. Ça tient en 4 mots. Attention, on va mettre un petit peu de forme là-dedans. Pour moi, la forme que je souhaiterais, c'est celle qui est chez Coltès, La nuit juste avant les forêts, qu'on trouve aussi chez Mauvignier, ce que j'appelle oubli. Vous prenez une phrase, un point, ça commence. Et puis chez Coltès, c'était 21 pages dactylographiées très serrées. Il y a évidemment des tirets, des parenthèses, des points-virgules. Est-ce qu'il y a des points de suspension? Je ne sais pas. Il y a des doubles points, mais en tout cas, c'est une phrase. C'est un livre de 55 pages constitué d'une seule phrase. Alors voilà, vous avez le titre, vous avez la forme. On va quand même y regarder un peu plus près. Quand je dis pouvoir aussi s'attarder, pouvoir rester, c'était sur l'arbre. Et vous savez que cette proposition, pour moi qui m'est venue de loin, du Bengale, Salman Rushdie, comment je suis devenu un arbre, pour moi, ça m'a fait sortir ce livre qui porte un titre d'arbre, L'Acacia, de Claude Simon, qui a cette particularité que cet acacia qui, la nuit, vient battre contre sa fenêtre, c'est juste les 10 dernières lignes, tout à la fin du livre, page 380. Alors ce livre, il est resté sur la table. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, j'aimais les lectures du soir, comme tout un chacun. Et ça, quand on écrit, qu'est-ce que c'est important? Flaubert, il l'a dit, il n'y a pas de raison d'aller désobéir. 40-45 minutes, ça suffit, mais au moins. Claude Simon, dans l'Acacia, il y a justement cette part autobiographique. Lui, elle est la matière même. Nous, de l'autobiographie comme fiction, je le répète de façon insistante à chaque fois, on prend du matériau qui va être récit, qui va être fiction, qui va mettre le lecteur en travail, et le travail que va faire le lecteur sera non pas indiscret vers vous, mais sera qu'est-ce qu'on va chercher en soi-même, parce qu'on a cette teneur de récit, comment on se remet en chantier soi-même par rapport à sa propre vie, par ce texte qui vient. Et ça, on y parvient, nous, parce que ces textes qu'on écrit, chaque fois, il ne s'agit pas de dévoiler, il ne s'agit pas d'enquêter, mais on sait qu'on ne peut pas les traiter avec légèreté, ça n'empêche pas d'être léger. Mais en tout cas, on les respecte. Et ce respect, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de ce qui nous a biographiquement traversé. Claude Simon, cette triangulation est là, parce que dans les deux cas, entre lui et son père, ou entre son père et son père, il y a la grande histoire. Nous, ça, on écarte, on s'en occupe pas. Mais le principe du livre, ce qu'il a de étonnant dans cette grande histoire, lui, il est né en 1913. Son père est un des premiers morts de la guerre 14-18. C'est ceux qu'on envoie avec des pantalons rouges et des shakos à cheval contre les premières automitrailleuses allemandes. Et pour se rendre là où il a rendez-vous avec sa mort, ce sera en train. Il part de Perpignan, plus précisément de Sals, où Claude Simon continuera toute sa vie d'habiter la maison familiale. À force de lire ses livres, c'est comme si on la connaissait, la maison des Géorgiques, par exemple. Et ce sera partir en train de la gare de Perpignan, célèbre en peinture, jusque dans ce haut,
la France du Nord-Est, ces zones de conflit, l'Alsace et la Lorraine, là où il y aura Verdun. Et en 1938, qui est Claude Simon? Le Claude Simon de 25 ans. Il a commencé l'école des Beaux-Arts à Perpignan. C'est la photographie qui l'intéresse. Il y a un très beau livre aux éditions Mag de Claude Simon, photographe. Et puis, qu'est-ce que c'est l'art dans ces temps où, juste de l'autre côté de la frontière, c'est la guerre civile en Espagne. Alors, c'est équipé. J'en parle parce que tout ça, ça traverse, ça fait la matière de ce qu'il écrit. Et ça le fera constamment, jusqu'au bout. Il y a ces étudiants là, qui se retrouvent là, en plein milieu de la guerre civile. Personne ne veut d'eux. Alors il y aura cette aventure d'un bateau chargé d'armes russes d'occasion qui ne pourra pas accoster à Barcelone, qui fera demi-tour à Marseille, et puis eux organiseront plus ou moins le transport. Mais j'entre pas là-dedans non plus. Reste qu'en 1938, souvenez-vous le sursis de Jean-Paul Sartre. Il y a cette fausse guerre, après les accords de Munich d'Aladier, Saint John Perse qui démissionnera à ce moment-là. Et une première mobilisation pour cette fausse guerre. N'empêche qu'en 1940, il y aura la vraie. Et Claude Simon, la route des Flandres, va revivre la même aventure que son père. C'est-à-dire, on est 80 à cheval, et en face arrivent les Panzer de Himmler, ou Rommel, Himmler. Ils sont 3 à survivre des 80. Lui doit sa vie à ce que le cheval lui est retombé dessus, explosé. Tout ça, c'est le connu. N'empêche que l'Acacia, c'est publié donc en 1989. On enlève 13. Il reste 76. Un homme de 75 ans, je pense qu'il y a eu du 3 ou 4 ans pour l'écrire, reprend ce qu'il a toujours travaillé, cette matière-là que je viens d'exposer. La mort du père, elle est toujours là, elle est dans ce triptyque Madagascar. Une matière qui a toujours été la sienne, mais il la reprend d'une autre façon. Il prend ce voyage du père, les trains, la nuit, sans savoir ce qu'il y a au bout. Et puis lui, le fait que 1938, à 25 ans exactement de distance, prend les mêmes trains, le même itinéraire, les mêmes arrêts. Simplement lui, il sait ce qu'il est advenu de son père tout au bout. Ce qu'il ne peut pas savoir, c'est ce qui adviendra de lui. En tout cas, la superposition de ces deux voyages, cette translation, écrire un livre qui est mouvement, mais mouvement de deux voyages spatialement identiques, temporellement identiques à 25 ans de distance, pour arriver à cette même zone. Et dans l'Acacia, ce voyage en train que lui fait de nuit, de Perpignan jusque vers Metz, par là, ça devient la matière. Et par exemple, ici, alors évidemment tout ça je vous l'ai scanné dans les petites fiches d'appui, 3 ans, point, une phrase, 2 mots. Mais maintenant la phrase suivante. Et maintenant sans doute avait-il tout de même fini par s'endormir, car il sursauta la porte du compartiment, ouverte soudain avec fracas, la lumière l'inondant, sauvage, aveuglante, tandis qu'il pénétrait l'un après l'autre dans l'étroit espace, parenthèse, mais cela se fit si brusquement qu'ils semblèrent entrer tous à la fois, avoir déjà été là lorsque la lumière s'était allumée, énorme semblait-il, parenthèse dans la parenthèse, peut-être en raison de l'exiguïté de l'endroit, fin de la deuxième parenthèse, dans leurs uniformes noirs, leur buffleterie, fin de la parenthèse principale, comme enfantés par la nuit et la guerre amenant avec eux en même temps que l'air frais du dehors une odeur de désastre, entre parenthèses celle du cirage, de la graisse d'armes et de corps bien nourris, fin de la parenthèse, parlant fort, les voix rudes s'interpellant, tandis qu'ils lançaient dans les porte-bagages des objets durs qui s'entrechoquaient avec un bruit de métal, débouclaient leurs baudriers, les envoyaient rejoindre casques et mousses
mousquetons. Entre parenthèses, le train arrêté, le wagon tout entier à présent retentissant de piétinements, de souliers à clous, de choses jetées dans les filets et cognant contre les cloisons, fin de la parenthèse. Puis déjà assis, leur tunique déboutonnée, parenthèse, le train roulant maintenant de nouveau, fin de la parenthèse, sortant de leur sac des fromages plâtreux qui s'effritaient sur les tranches de pain où ils les étalaient avant de se mettre à mastiquer, tirer le tout, parenthèse, faire irruption, se déséquiper, s'installer, ouvrir les boîtes de fromage et mastiquer. Et tout sur les verbes, là, à l'infinitif. Fin de la parenthèse, enchaîné avec une sorte de tranquille violence, virgule, innée, virgule, mécanique en quelque sorte, virgule, c'est-à-dire leur violence naturelle d'anciens valets de ferme, virgule, de laboureurs ou de manœuvre, parenthèse, même visage rougeaux et rond, même muscles saillants, des mâchoires mastiquants, même mains aux ongles carrés, même façon de maintenir du pouce les morceaux de fromage sur les lames de couteau en les portant à leur bouche. Et vous voyez à chaque fois comme la focale change, comme le tout petit détail, le détail sonore, les choses jetées dans les compartiments à bagages, le bruit de la porte, ça y est, on a tout compris. Alors simplement, j'arrête le numéro, vous lirez le texte, ça c'est important, une page, 2 pages, et donc on a 2 grandes pages. La phrase fait 2 pages et demie. Moi je vous en demande qu'une phrase, mais elle peut faire l'équivalent de 2 pages et demie. Simplement, chez Coltès, la page fait 20 feuillets typographiés et elle fait 55 pages au format minuit. La même maison d'édition d'ailleurs. À l'arrêt suivant, je saute un paragraphe, enfin ça continue. Je prends celui-ci. Celui-ci, la phrase fait... Ouais, elle fait juste une petite page. Et puis ensuite, encore, vous voyez, une phrase. Un paragraphe égale une phrase. Nous, on ignore le paragraphe, c'est juste une phrase. Et puis je vais vous rajouter d'autres choses. À ce propos, le pourquoi. À l'arrêt suivant, ils furent remplacés par quelque chose qui, dans l'obscurité, si on est de nuit, il n'y a pas de lumière la nuit. Ben si, il y a les lumières des quais, il y a les lumières qui s'allument, qui s'éteignent, il y a les lumières du couloir, il y a les lumières qui passent en flash, etc., etc. Et la cinétique des lumières. Si vous êtes là, hein, j'ai une loupiote là, j'ai une loupiote là, j'ai une petite loupiote derrière moi pour l'autofocus. Mais dans une translation de nuit, les lumières elles-mêmes deviennent cinétiques. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu de cette proposition. Long trajet de nuit, à l'aise, on va lui faire sa disserte. Oui, mais pensez simplement à combien de films vous avez vus, de combien de films vous vous souvenez qui utilisent le voyage de nuit comme matière même. Et pensez symétriquement à combien de livres, de romans vous connaissez qui utilisent ce principe. La modification de Michel Butor ? Certainement la modification de Michel Butor. Les trains perdus, fous, qui font demi-tour, bombardés, etc. Dans Nord ou Rigaudon de Louis-Ferdinand Céline, certainement, si vous voulez. Et il y a d'autres exemples, des scènes dans des trains, la littérature en est pleine. Mais ça, utiliser ce recouvrement de 2 voyages en train dans la même spatialité à 25 ans de distance pour tenir 380 pages, il n'y a que lui qui s'y est risqué. Notre cher et bon vieux Claude Simon. Dans sa sauvagerie, sa sauvagerie musculeuse. Ça se dit, quand on lance un atelier d'écriture, demander d'être musculeux dans la phrase, pourquoi pas ? Ils n'allumèrent pas la lumière, laissèrent la porte ouverte, s'interpellant avec ceux qui, restés debout dans le couloir, n'avaient pas trouvé de place, ressemblaient à un de ces vols de petits oiseaux piaillards s'abattant soudainement sur un toit ou le coin d'un jardin, sauf qu'ils ne se chamaillaient pas, se contentaient de criailler comme font pour s'encourager des gamins dans le noir, mêlant leur voix fraîche aux accents faubouriens, avec une gaieté et une grossièreté forcées à leur vantard, maudissant les chefs d'État et les employés de gare qui les avaient égarés dans cette nuit où ils erraient en aveugles d'un embranchement à l'autre, reprenaient des trains en sens inverse, exténués encore à demi, ivres, passant dans l'obscurité des litres aux 3/4 vides, protestants, jurant, le participe présent. Vous vous souviendrez,
du participe présent, là, si vous vous lancez à écrire dans cette proposition. Là, pour l'instant, vous dites, oh là, moi, j'ai jamais fait ça. Pensez que là, les petits oiseaux, là, qui s'abattent en troupe dans un coin de jardin, bon, ça suffit. Et le participe présent. Ça fait beaucoup de choses à se souvenir, mais participe présent. Tous assemblés à l'arrêt suivant et disparaissant, enfantés par la nuit et engloutis par elle, comme l'avaient été les gardes mobiles, on entendit leur voix discordante décroître à l'extrémité d'un quai mal éclairé. On entendit leur voix discordante décroître à l'extrémité d'un quai mal éclairé. Dans les silences revenus, on percevait entre les jets de vapeur que lâchait la locomotive à l'arrêt le bruit frais du trop-plein d'une écluse et invisible tout proche comme un frisson, le majestueux frémissement d'un rideau d'arbres, semblable à quelque vaste rumeur affolée, discrète, inapaisable et menaçante. Il releva le châssis de la fenêtre et s'allongea de nouveau. On en parlait encore juste il y a quelques jours, que les arbres sont silencieux, du silence des arbres. N'empêche que, invisible tout proche comme un frisson, le majestueux frémissement d'un rideau d'arbres. C'est pour ça que ça valait le coup d'aller voir l'arbre. Chez Claude Simon, l'acacia. Alors, est-ce que j'en ai assez dit? Ça pourrait suffire. Maintenant, nous, c'est probablement, en tout cas ceux de ma génération, on en a des souvenirs de train de nuit. Moi, j'ai habité 4 ans à Montpellier, c'était le début des années 90, c'était la période des ateliers d'écriture, justement, quand ça devenait vraiment une passion de recherche. Bon, je partais de Montpellier à 22h30, et puis à 7h pile, tu débarquais gare de Lyon, et puis ça devenait une habitude, finalement. T'arrivais à dormir, tu prenais le truc d'en bas, parce que ça secouait moins, etc. Mais n'empêche que la promiscuité, même si t'as des boules caisses, etc. Tenez, la fois où je suis parti à la Villa Médicis, puis quand tu arrives là-bas, tu t'aperçois que tu avais ton sac. La chance, elle m'avait laissé les lunettes. C'était 2 filles, 2 américaines, je m'en souviens bien, parce qu'elles se marraient toutes les deux. Mais moi, j'avais pas compris que c'est que dans mon sac, c'était rempli de papier toilette. Buon viaggio. Quand tu arrives à Rome, les mains vides, on laissant passer. Mais après, combien de fois je l'ai pris, ce train de nuit, de Rome jusqu'à Marseille, de Rome jusqu'à Paris. Alors, laissons les trains de nuit parce que t'as tendance à... Il paraît qu'ils les remettent progressivement, certains. Simplement, long voyage de nuit. Voilà, il y a le train, mais tu vois, on en voit moins de ces autobus. Mais vous savez, quand on allait Porte de Bagnolet, Eurolines, puis vous voyez les autobus pour Lisbonne, les autobus pour Berlin. Moi, j'ai pas trop fait ça, ça n'a pas été mon background. Mais n'empêche que dans toute la littérature américaine, tenez, H.P. Lovecraft. Pendant 2 mois, 4 mois, c'est ses voyages sur la côte Est. Par exemple, aller résider en Floride. Par exemple, à 2 reprises, aller résider en Floride plusieurs semaines, voire 2 mois, chez la famille de Bob Barlow. Eh bien, il envoie des cartes postales à chaque arrêt à Barlow quand il revient. Et sa technique, à H.P. Lovecraft, c'est que si tu prends le bus de nuit, t'as pas besoin de payer l'hôtel. Tu arrives à Philadelphie ou dans une autre ville, là, tu passeras la journée sur des bancs, tu écriras tes cartes postales, tu continueras ta correspondance, tu auras 25 cents pour aller manger une assiette de spaghetti sauce tomate, si tu en trouves. Et puis le soir, tu reprendras le bus qui continuera vers le nord, et comme ça, tu n'auras pas eu besoin de payer l'hôtel. Et il y a des scènes de voyage de nuit dans les bus, dans la correspondance de Lovecraft, qu'on serait en peine de trouver dans son travail narratif. C'est ça là où ça commence à m'intéresser. Alors les voyages en bus, mais quand tu vas en Chine, au Japon, alors tout ça évidemment, ça semble loin, ça semble disparu, mais je ne sais pas si ça vous est arrivé, peu importe, mais par exemple, il y a, je crois, c'est dans 1 an de Jean Echnol, c'est qu'il y a une espèce de diptyque, 1 an, et je m'en vais. Et dans 1 an, il y a ce type qui part chez les Inuits.
Et il y a toute la préparation du voyage à l'avion. Il y a tout scruté, et puis même comment tu t'installes sur le siège d'avion. Il y a ensuite tous ces trucs de films, de promiscuité, etc. Bon, ça va très vite chez les schnoz, c'est toujours très discret, très léger. Mais justement, on vient d'en parler des schnoz, là, pour réécriture. C'est pour ça que moi, c'est ça le plaisir aussi. Tu sais pas d'une semaine sur l'autre. Enfin, si, je le sais. Je suis pas comme ça quand même. Ça fait 3 fois que je le repousse. Ça fait bien 3 fois là que je repousse là, ce que j'avais prévu comme suite. Mais justement, je crois que là, on entre vraiment dans cette expérience là où on la fabrique ensemble. Et schnoz, ben ouais, il y a ce moment. Et puis finalement, tout ce que tu t'étais promis de faire, parce que tu serais 8 heures immobile dans l'avion. Et puis ce qui change, alors ça aussi, on peut le trouver, par exemple, chez Claude Simon, c'est plus dans le jardin des plantes. Mais voilà, le jardin des plantes de Claude Simon. Ça, il venait juste, ben justement, après l'acacia ou pas, ou un peu... Oui, parce que c'est 96 qu'il avait eu le prix Nobel. Et puis après le prix Nobel, ben, tu fais beaucoup de conférences. Tu peux aller en Finlande, à Tokyo, au Mexique, et le jardin à New York. Et le jardin des plantes est tout entier structuré par, non pas les conférences en elles-mêmes, mais les voyages, ces voyages en avion, ce que tu vois, les durées, quand tu survoles là, toutes ces zones sibériennes avant d'arriver à Tokyo, les villes vues de loin. Et puis justement, ce qui est formidable dans ce livre, c'est les atterrissages, les villes aperçues de loin, comme tu devines l'emplacement là par rapport aux grandes dispositions naturelles. Au Japon, cette frange montagneuse, ce tout petit intervalle avec les découpes de la mer, et puis là, l'immense ville qui est ici, puis elle devient comme un jouet, et finalement tu es fasciné parce que tu vois beaucoup plus de détails, et puis ensuite plus rien qu'une espèce de no man's land, et c'est la piste de l'aéroport. Et ça, il le fait pour, justement, toutes les villes qui lui reviennent en mémoire. Mais cette durée du temps d'avion et l'organisation du long voyage en avion, et schnoz, lui, il détourne ça. Tout ce qu'il s'était promis de faire dans cette réclusion immobile, on a rendez-vous avec soi-même, et puis on est détaché, justement. On est là, sur Terre, à tel endroit. Eh bien non, plus maintenant. T'as un téléphone? Non, plus maintenant, etc., etc. Donc, chez Claude Simon, long voyage de nuit, toujours mes 4 mots, train de nuit. Mais c'est aussi aller à l'autre bout du monde en avion. C'est des questions qui sont très, très acérées, évidemment, en ce moment. Pour d'autres d'entre nous, ce sera ces longs voyages en autobus. Mais conduire une voiture, ces haltes d'autoroute l'été, quand on choisit de voyager plutôt la nuit pour être plus tranquille, ces grands déballages des aires d'autoroute l'été, ça aussi, c'est plus maintenant comme c'était il y a 10 ans ou 20 ans. Est-ce qu'on l'ouvre? Des grands voyages de nuit en voiture. Prenez par exemple Jacques Serena, le lendemain de fête. Mais c'est trop entremêlé, j'aurais pu me prendre ça. Mais vous savez, ce voyage, une vieille Mercedes d'occasion qui roule sans cesse sur les autoroutes entre Marseille Milan et Marseille, ou Milan et Toulon. Je crois que c'est Milan et Toulon, les deux. La ville n'est pas nommée, sauf il y a quoi? Il y a un bistrot avec un type sur un tabouret qui attend. Il y a un réverbère dans une piole qu'on partage, ou en tout cas on vous héberge sur un matelas dans un coin par terre. Et puis ces deux types-là avec les aires d'autoroute. Et évidemment, ça va finir assez mal, mais ils trafiquent des posters qu'ils achètent en gros à Milan pour les revendre, les redistribuer à des types qui les vendent là sur les marchés de la Côte d'Azur l'été. Est-ce que l'expérience biographique directe de mon copain Jacques Serena d'ailleurs? Ça y est, on a installé le tableau. Long voyage de nuit, d'abord, choisissez le moyen de transport. C'est le moyen de transport qui compte? Non, c'est les souvenirs que vous en avez. Est-ce que vous avez exploré ça littérairement? En tout cas, pour ma part, je ne l'avais pas vraiment fait. C'est en écho
quelquefois, ça passe là. Tu le construis, un arrière-fond, une scène qu'on traverse. Alors pour ça, justement, j'ai pris Marguerite Duras, presque comme antidote, presque comme contre-exemple. C'est un texte qui s'appelle Le train de Bordeaux dans la vie matérielle, si vous l'avez. Sinon, là aussi, prenez le temps de le lire. C'est un texte très intime, très indiscret. Donc c'est façon Duras, c'est 2 grandes pages, mais 2 pages et demie. Et précisément, c'est un voyage dans un train de nuit de Bordeaux à Paris. Alors évidemment, dans une époque où ça allait pas si vite qu'aujourd'hui, on n'a pas la forme là que je vous invite à utiliser. Une seule phrase. Non, c'est découpé phrase à phrase. Et par contre, vous verrez que dans ce texte, qu'est-ce qui compte? Il y a une proximité de détails qui est quasiment aussi exacerbée que chez Claude Simon. Une couverture, ces espèces de couvertures SNCF là, qu'on étale sur le corps. Il y a les perceptions parce que le truc est trop froid ou trop brûlant. Et puis, il y a ces arrêts dans les gares. Il y a le fait de s'endormir, et puis quand elle se réveille, le type sera parti. En attendant, donc, le texte, évidemment, ce qu'elle écrit, elle, c'est relation d'une nuit entre un homme et une femme. D'ailleurs, étrangement, mais de façon évidemment qui n'a rien de durassienne, il y a plusieurs histoires chez Maupassant. Cherchez chez Maupassant l'épave. Vous êtes contraint par la marée haute là, de rester une nuit, le narrateur et puis cette famille anglaise là, qui s'est fait coincer aussi. Mais il y a un texte dont je ne me souviens plus là du titre, mais vous le retrouverez facilement. C'est une jeune femme qui rejoint son mari officier à Ajaccio. Et le narrateur, bon évidemment il y a la traversée en bateau où ils font déjà connaissance, et à peine ils arrivent, est-ce que c'est Bastia, je ne sais pas, qui loue pour lui seul le cabriolet, le seul disponible, de façon à pouvoir offrir à la voyageuse de l'emmener avec quelle générosité dans son cabriolet de Bastia jusqu'à Ajaccio. Sinon, elle n'a rien d'autre. Allez-y voir, ça se retrouve facilement. Je vous mettrai dans la page là, le lien, peut-être même le texte de Maupassant, d'ailleurs, tout entier, je vous mettrai les deux. C'est juste des copier-coller depuis Wikisource, je vais vous retrouver ça. Bon, en tout cas, Duras juste comme contre-exemple, parce que elle, ce qu'elle écrit, c'est la relation entre les personnages. Est-ce que c'est autobiographique ou fictif? Duras, évidemment, jongle avec tout ça. On ne va pas aller l'embêter. Ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il ne pourrait exister sans la durée du voyage, sans le fait que le voyage se passe la nuit, et sans le fait que ce soit un voyage en train dont nous, on connaît chaque détail à mesure qu'ils sont évoqués. Simplement, Duras ne parle pas du voyage, elle se sert du voyage comme scénographie mobile, construction de présence dans la temporalité. Qu'est-ce qu'un récit sinon que son jeu de temps? Et encore, Paul Ricoeur, c'est pas trop mon truc, souvent trop compliqué pour moi. Mais en tout cas, on en est là. Duras, ce sera le contre-exemple. Elle invente une histoire et le train est à l'arrière-fond. Moi, je vous demande que ce qu'on écrit, c'est le voyage. Peu importe ce qui se passe. Et ça, dans Claude Simon, il y a ça. On ne vous embête pas avec les raisons. Et par contre, formellement, une seule phrase, comme l'extrait de Claude Simon que je vous donne, c'est une seule phrase. Je vous en mettrai plusieurs occurrences de ce voyage qui structure ce livre-là, comme une espèce de ressassement, de permanence. Alors, je n'ai pas la prétention de dire, je suis sûr que justement, ça va être ça, dès qu'on va se mettre à échanger sur la proposition, vous allez sortir partout plein d'exemples. Et tant mieux. Moi là, c'est celui que j'ai choisi parce que une seule phrase. La nuit, le moyen de transport, et on se débrouille avec ça. Alors, ce que je voulais rajouter, juste à la fin, d'une part, on est encore dans ce moment où ceux et celles de cet été continuent là, de travailler. Et
Tant mieux, je suis hyper touché par ça. On avait appelé ça faire un livre, et c'est le paradoxe. Comment on peut finir ça? Ou ce cycle progression. Là, évidemment, on avait fait un timing précis, une circulation précise d'espace de narration, et ça renvoie à plein de choses dans les autres cycles. On s'en est expliqué par ailleurs. Mais je vous invite aussi à nous rejoindre, là, comme une sorte d'échappée, de choses libres, post-scriptum. Post-scriptum. Après écrire, bah oui, mais nous, le post-scriptum, c'est scriptum, toujours. Ceci pourquoi? Parce que quand je me suis mis à penser cette histoire d'une seule phrase, je me suis dit, mais Coltès, tu ouvres les guillemets, et puis tout au bout, il y a 3 points. Même pas. Il n'y a même pas 3 points. J'ai juste fermé les guillemets, et il n'y a rien d'autre. Et je me suis dit, mais à mesure que vont venir toutes ces contributions, pour l'arbre, là, je pense qu'on est déjà à 40. C'est formidable. Se dire soudain, mais à mesure que parviendraient là, sur le blog, ces fragments de voyage, que chacun aura été pioché dans sa biographie. Mais justement, on l'en détache et on le lance. Par contre, dans ce travail sur les sensations auditives, le toucher, l'olfactif, et puis le trimbalage du corps, la fatigue du corps, l'écriture du corps. Et là, on a tout ça là dans les documents que je vous donne. Si on assemblait toutes ces phrases continues pour ne faire qu'une seule phrase, mais qui cette fois les rassemble autant qu'on aura de phrases uniques et singulières. Alors on passera d'un autobus Eurolines à un souvenir de nuit en train ou un atterrissage d'avion loin au matin dans le décalage horaire, ou bien qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi? Si je pense autobus, par exemple, oui, de Bombay aller jusqu'à Ellora Caves, Ajanta Caves, Aurangabad, tout ça. Là, oui, j'ai des souvenirs très précis de voyages en bus, et puis soudain, tu t'arrêtes, tu es en plein milieu de... Tu ne sais pas, il y a un feu de camp, quelques silhouettes, on peut se procurer du thé si on veut. Un autre moment... T'es arrêté sur la route, tu comprends pas bien, et puis tu vois qu'il y a un vague précipice à côté, t'es en pleine montagne, puisque Bombay t'es au niveau de la mer, et puis quand tu montes vers Ajanta, Ellora, tu es quasiment à 1000 mètres, et que donc ça grimpe comme ça, et que tu vois tout en bas un bus comme le tien qui s'est écrasé. Donc peut-être c'est ça, moi, que je partirais à écrire. Moi, je fais pas les ateliers, je les propose. Mais ce qui m'a pas mâché, mais donner ce déclic, c'est se dire, oui, là, quand on a travaillé l'arbre, l'acacia m'est revenu tout entier. Et cette obsession de la nuit dans cette translation, j'avais envie de relire ces passages. C'est le jardin des plantes. Et à mesure que je les retrouvais dans le livre, je me disais, mais pourquoi moi, dans mes bouquins, alors que j'ai tellement de choses autobiographiques qui sont liées, mes arrivées à Marseille? Ça pourrait être ça aussi un thème. Quand tu prends le train Gare de Lyon, et puis que le matin tu t'aperçois dans une lumière totalement différente, et puis que tout d'un coup approche cette espèce de bleu, la première fois que j'ai vu la Méditerranée même. Donc découvrir qu'en moi il y avait ces possibilités de texte, est-ce que je les ai exploitées? Non. Est-ce que le mot exploiter convient? C'est pas bien grave. Mais qu'est-ce qui fait que le cinéma, lui, s'est approprié ça? Et que nous, plumitifs, on s'en sert juste de décor, comme Marguerite Duras. Eh bien, cette fois, on y va. Donc, dans le cycle autobiographie, on a eu 4 propositions. La 5, là, c'est réécriture. Et bien, cette semaine, long trajet de nuit, une seule phrase. Et puis, toutes ces phrases... Est-ce qu'on en fera un bouquin trop tôt? Est-ce que c'est beaucoup de boulot? Là, on sort juste de ce livre qui s'appelle L'ordre des choses. Mais au moins, d'avoir l'éditer sous forme de PDF. Enfin, en tout cas, on va voir. Mais en tout cas, cette idée d'énormes livres où une seule phrase aurait ramassé toutes les phrases. Après, on peut toujours installer, là, en marge, les changements d'auteur. Ou faire un index qui soit... qui permettent de repérer
numéros et puis de repérer les changements d'auteur, mais en dehors du corpus, du corps du livre qui défilerait, tout en changeant de pays, tout en changeant de mode de transport, tout en changeant d'époque. En tout cas, à mesure que, en lisant l'Acacia, me venait cette image, faut qu'on y aille. S'il faut qu'on y aille, allons-y. Proposition 6 de l'atelier hebdomadaire. Et bienvenue si vous voulez prendre le train en marche. C'est justement ça que je voulais rendre possible.